Il est plus ou moins à l'heure ce matin. Il s'appelle Roland Toneikes. Bonjour, bienvenue. Carole Olaye, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Oumar Adeyandjou, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à tous. Alors, la toute première information avec laquelle on démarre cette analyse de ce matin, Steve Amoussou Rounvi, les centrales syndicales et confédérations syndicales réclament la réaction du gouvernement. Pourquoi c'est si long? Pourquoi on ne nous dit rien? Les centrales et confédérations syndicales s'y mêlent. Roland Toneikes. Oui, mais c'est la réaction des syndicalistes, c'est bien légitime parce qu'on dit qu'il y a un dossier qui plus ou moins entache la crédibilité et l'image du Bénin au plan international. On voit le Togo qui rentre dans la danse en citant nommément des personnes qui seraient allées chercher un compatriote, lequel compatriote est assimilé au frère Rounvi qui fait des chroniques tous les vendredis, lequel compatriote devant la justice dit ne pas être le frère Rounvi et dit clairement qu'il aime bien les chroniques du frère Rounvi mais qu'il n'est pas le frère Rounvi. Et puis on a vu la sortie des députés de l'opposition, notamment le Parti des démocrates. On a pu voir la réaction des citoyens, les réactions des citoyens sur les plateformes, différentes plateformes, WhatsApp ou Facebook et autres, tout ce que vous voulez. Et puis, finalement, le procureur, la justice béninoise ne dit rien. C'est vrai qu'on a écouté frère Steve Amoussou, que à tort ou à raison on appelle frère Rounvi. On l'a écouté, il a été envoyé dans un premier temps à la prison civile de Missérété. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais on le renvoie maintenant à la prison civile de Ouida. Pourquoi tout ça? Et puis après, le gouvernement ne dit rien. C'est vrai que la première raison qui peut être avancée, je l'ai déjà évoqué, c'est raison de vacances du gouvernement. Mais quand c'est un sujet, un dossier d'État, il y a possibilité d'écouter les vacances et de venir donner la part de vérité du gouvernement. Pourquoi pas? Que les vacances sont presque déjà à leur terme. Oui, justement. Et puis, quand vous regardez tout ça, et que le porte-parole du gouvernement ne monte pas au créneau, en tout cas pour venir parler, qu'on n'a pas un communiqué officiel du gouvernement, alors que les personnes qui sont citées, il y a au moins un qui est dans l'appareil d'État, qui est dans l'appareil d'État, et puis après, on voit ça. Et on se demande qui a envoyé les gens chercher Steve Amoussou. Il faut qu'on nous dise qui a envoyé. Parce que je l'ai évoqué au début de cette semaine, dans les chroniques de frère Rounvi dont on parle, et pour qui on prend Steve Amoussou, il y a des noms qui sont cités. Dans certaines de ces chroniques, vous allez voir, il a cité Olivier Bokor, il a cité Bertin Bada, il a cité Joseph Djobgonou, il a cité Patrice Talon, le chef de l'État, il a cité pas mal, il a cité Dorothée Sousa, président de la Cour constitutionnelle, et donc il a cité Louis Vlavono. Alors, qui est le plaignant dans ce dossier? On veut savoir. La justice doit pouvoir nous dire, ce n'est pas le gouvernement qui a envoyé les gens chercher Steve Rounvi, ou comment vous appelez Steve Amoussou, pardon. Oui. C'est pas le gouvernement qui a envoyé, mais c'est peut-être Olivier Bokor qui a porté plainte, ou bien peut-être c'est le chef de l'État qui a porté plainte, ou bien c'est le président de l'Assemblée nationale qui a porté plainte. Et maintenant, pourquoi est-ce que c'est des civils qui sont allés les chercher? Sur quelle base est-ce que des civils sont allés chercher un citoyen sur un territoire étranger, vient remettre à la police, et la police s'en saisit, et puis remet la décision de la justice? Sur quelle base ça se passe? Donc, c'est normal que le gouvernement puisse réagir. Le gouvernement doit réagir, nous situer, pour dire, ce n'est pas nous, mais c'est telle personne, ou bien c'est nous, mais nous avons envoyé les gens parce que dans telle situation, on ne peut pas envoyer un mandat d'arrêt international, il pourrait peut-être s'échapper, mais pourquoi est-ce que c'est cette personne-là? Pourquoi ce n'est pas des policiers qui sont en civil? Parce que ça aurait été des policiers en civil qui sont allés les chercher, on pourrait peut-être comprendre pour dire c'est une mission commandée et assez spéciale, et donc cela requiert une certaine discrétion, on comprendra. Mais pourquoi des civils sont allés chercher quelqu'un, mais remettre à la police, et à aucun moment on a entendu que la police recherche le citoyen en question? C'est autant de choses sur lesquelles le gouvernement doit nous situer, mais malheureusement on attend toujours. Oumar Adeyandjou. Oui, Carole, effectivement, le silence des autorités est plutôt assourdissant. Un silence qui gêne énormément quand on attaque comme ça le Bénin. Parce que les propos des autorités, ne serait-ce que politico-judiciaires du Togo, sont plutôt
de sorte à crédibiliser, à mettre à mal la crédibilité, je veux dire, de notre État. Et il est bon que nos autorités réagissent. Et il est bon également, et c'est là où j'apprécie également la réaction donc, des centrales syndicales qui s'indignent, qui veulent savoir ce qui se passe. Et il y a un groupe de députés également qui a réagi. Moi, je pense qu'il est nécessaire. Il est nécessaire qu'on veuille, comment on appelle, arrêter Frère Ounvi. Moi, c'est la justice. Moi, je ne trouve aucun mal. Il avait des chroniques plutôt très dures. Il avait la dent très acérée contre tous ceux qui étaient au pouvoir et tous ceux qui étaient donc autour du pouvoir. Donc, c'est tout à fait normal qu'on veuille l'arrêter. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque les Togolais disent que cela ne s'est pas fait dans les règles de l'art, pourquoi personne ne se lève pour nous dire un petit mot? Je pense que ça ne doit plus trop tarder. Il faut qu'on nous informe. C'est un droit, c'est le droit donc des populations, c'est le droit des citoyens que nous sommes de savoir ce qu'il en est réellement. Parce qu'il ne dépend plus seulement de... cette affaire dépasse seulement comment on appelle, la personne des autorités. C'est au-delà désormais de la personne des autorités. C'est la dignité du Bénin qui est en jeu, c'est la crédibilité de notre pays qui est en jeu. Voilà, donc il faut pouvoir nous informer pour que nous sachions en tant que citoyens comment est-ce que nous pouvons nous faire une opinion par rapport à tout ce qui se fait là maintenant. Maintenant, il est Frère Ounvi, il n'est pas Frère Ounvi, ça, je pense que la justice, comment on appelle, nous renseignera dessus tôt ou tard. Mais il y a pas mal de thèses également qui font que cette affaire est compliquée à analyser. Par rapport au fait qu'il démonte formellement qu'il soit le frère Ounvi, je crois que, bon, jusqu'ici, on n'a plus de chronique de frère Ounvi. Non seulement on n'a plus de chronique, et puis tout le monde le disait aussi, ça pouvait être une ligne de défense également, puisque personne ne pouvait, comment on appelle, coller un visage à Frère Ounvi depuis le temps jusqu'à maintenant. Donc ça peut être une ligne de défense également, juste un moyen pour pouvoir s'en sortir. C'est possible. Mais il y a une chose vraiment qui l'accable, c'est la sortie très tôt de Martin Rodriguez, l'homme d'affaires. Il est sorti très tôt et il a confirmé que c'était Frère Ounvi. On sait qui est Martin Rodriguez. Martin Rodriguez est l'ami forcément des ennemis du gouvernement. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il dénonce comme ça un ennemi du gouvernement, on peut se dire que bon, peut-être qu'il a le bon tuyau pour pouvoir avancer donc de telles affirmations. Martin Rodriguez l'a dit et tous les opposants également sont montés au créneau pour dire non, comment est-ce qu'on peut l'arrêter ainsi? Voilà, donc il y a pas mal de choses qui l'accablent aussi. Maintenant, il faut qu'on réagisse, ne serait-ce que comment on appelle, le procureur, les personnes qui sont comment on appelle, dans l'appareil de notre, comment on appelle, de notre justice, que ces personnes-là montent au créneau et disent réellement ce qu'ils ont comme élément aujourd'hui pour calmer, ne serait-ce que notre envie comment on appelle, de savoir ce qu'il y a autour plus d'informations autour de cette affaire-là. Steve Amosso qui dit qu'il n'est pas Frère Ounvi. Si c'était le Frère Ounvi qu'on connaissait et qui était vraiment libre, ne pensez-vous pas qu'il serait déjà sorti pour dénoncer déjà cette affaire? C'est bien possible. Vous savez, c'est une machine de l'affaire du Frère Ounvi. Je me suis toujours amusé à dire, si celui qui a arrêté n'était pas le Frère Ounvi. Parce que le Frère Ounvi peut être une voix prêtée. Ce qu'on entend, ça peut être une voix prêtée, et toute la machine est toujours en place. Et peut-être la voix peut changer, mais les chroniques peuvent continuer. Et comme Ouma l'a dit, ça peut être une ligne de défense. Ne nous réjouissons peut-être pas trop, n'allons pas trop vite en besogne. Attendons de voir. Mais j'estime, je l'ai dit, j'ai la conviction que la machine Frère Ounvi est encore en place. Malheureusement, peut-être pour le gouvernement. Et que peut-être c'est la voix Frère Ounvi qui est peut-être interpellée. Peut-être, c'est une manière de parler. Et donc, je n'ai pas de preuves pour attester ce que je dis. C'est pourquoi je dis peut-être. Et donc, nous allons peut-être mettre des gants parfois dans ce dossier et attendre de voir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, Frère Ounvi, si entre-temps, la justice en arrivait à confirmer ou à prouver que c'est Steve Amosso qui est Frère Ounvi, ce n'est pas pour autant peut-être la fin d'un système, parce que notamment, je l'ai toujours dit, quand ils finissent les chroniques, certainement, il y a des gens qui valident. Une chose est certaine, les vacances prendront fin
incessamment. Oui, non, mais le gouvernement reprend le lundi. Et que le gouvernement, le veuille ou pas, il doit pouvoir se prononcer sur cette affaire. Oui, vous savez, il y a des affaires qui peuvent ébranler tout un État. L'affaire Steve Amoussou, alias Ronvi, ou ne pas alias Ronvi, je ne sais pas, frère Ronvi, c'est une affaire, la gestion de ce dossier peut coûter gros à ce gouvernement. Et donc, si le gouvernement gère bien ce dossier, il s'en sortira grand. Mais s'il gère mal le dossier, ça peut se retourner contre eux et ça va être difficile à gérer. Et j'estime véritablement que nous jouons le dernier tournant de 2026. En réalité, c'est la fin de chaque régime marqué par une affaire aussi qui au départ peut sembler être banale, mais qui peut banalement compter pour donc les échéances. Voilà, donc le gouvernement doit faire attention. Le gouvernement doit faire attention et je suis sûr que peut-être le long silence du gouvernement cache bien des préparations parce qu'on connaît très bien ce gouvernement, on connaît bien le chef de ce gouvernement qui pose des actes assez minutieux et je suis sûr que la manière dont Steve Amoussou a été interpellé, aujourd'hui on n'a pas son portable, son ordinateur pour avoir certaines preuves irréfutables, ça va l'irriter. Donc d'abord, il va régler ses comptes avec ces éléments d'abord, ça va commencer par là, si c'est lui qui est le plaignant. Et puis après, parce que je ne sais pas si c'est lui qui est le plaignant, ça peut être Lavonou, ça peut être Djabouinou, ça peut être n'importe qui. Ça peut être vous-même. Cité dans ses chroniques. Ça peut être vous-même. Je ne suis pas cité. Je ne suis pas cité dans ces chroniques. Je n'ai aucun rapport. Donc, pour dire, il va régler d'abord ses comptes avec ces éléments, et puis après, il va certainement sortir d'autres cartes. Et c'est pour ça que je l'ai dit, j'insiste sur le fait, les opposants n'ont pas été d'accord avec certaines de mes postures, mais je dis, là où ils sont là maintenant, ils adoptent la bonne posture. Il ne faut pas s'agiter dans le dossier frère Henri à Steve Amoussou. Si vous vous agitez, vous sortez toutes vos cartouches les gens où vous croyez. Et donc, prendre du recul et observer ce que fait la partie en face. Et maintenant puiser dans les faiblesses. Encore qu'aujourd'hui, on peut dire aisément que la partie d'en face, la partie togolaise, attend aujourd'hui la réaction du gouvernement. Effectivement, puisqu'il y a des citoyens qui sont interpellés et des gens qui font partie de l'appareil d'État aujourd'hui qui sont énormément cités dans cette affaire par les autorités togolaises, il est tout à fait bon que le gouvernement réagisse. Mais cette réaction-là, cette manière aussi de faire du gouvernement, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui étonne trop. Quand on est habitué à sa manière de faire, cette envie de toujours centraliser l'information, la normocommunication, c'est vrai que le terme n'est plus trop utilisé aujourd'hui, mais il y a tout ça aussi qu'il faut mettre en ligne. Peut-être qu'ils sont en train de vraiment s'apprêter pour nous sortir, comment on appelle, de bonnes infos. On attend de voir. Parce que de tout temps, depuis que le gouvernement Patrice Talon est en place, toutes les informations sont vraiment centralisées. Aujourd'hui, vous prenez votre micro, vous partez voir quelqu'un, on vous dira non que... Il faut écrire une lettre. Voilà. Vous voyez un peu comment? Oui, il faut écrire d'abord une demande de manière officielle à la hiérarchie. Voilà. Et la lettre passe par, comment on appelle, la cellule de communication de la presse. Donc, vous voyez, il faut absolument attendre. Peut-être que le gouvernement est en train de monter véritablement sa ligne de défense. Peut-être que tout ce que les autorités, comment on appelle, togolaises sont en train de dire n'est pas complètement justifié. Parce que vous savez, dans tout ce qui a rapport avec la sécurité et les renseignements, on utilise pas mal de stratagèmes. C'est vrai que la méthode telle que décrite par les Togolais n'est pas très bonne. Non, pas le Bénin, tout simplement. C'est une méthode qui est assimilée à des États comme Israël qui veut prendre quelqu'un au Liban, qui veut prendre quelqu'un dans les territoires palestiniens ou bien les États-Unis. Là où il n'y a pas la démocratie, la liberté. Là où les gens se donnent beaucoup de liberté sur le plan des renseignements et tout. Et si c'est cette liberté, par exemple, que le gouvernement béninois se donne, il se peut que même les personnes que les Togolais ont citées ne soient pas ceux qui sont véritablement allés là-bas. Vous voyez un peu? Voilà, parce que dans ces genres de cas, tout est secret. On fait tout pour brouiller toutes les pistes. Mais bon... Mais les noms qui sont cités ne sont pas anodins non plus, voilà, parce que ces personnes arrêtées n'ont pas parlé, ils ne peuvent pas avoir ces informations. Je dis, trêve de conjecture malgré tout. N'allons pas trop vite en rappelez... parce qu'on ne connaît pas encore les rebondissements qui viendront dans les jours, les heures à venir par rapport à cette affaire. Mercredi dernier, si vous vous rappelez, je disais qu'il y aura peut-être des rebondissements dans la journée. Il y a eu des rebondissements. Premier rebondissement, c'est que déjà au niveau du Togo, on a rappelé, les policiers, tous ont été balayés de là. Mais ici, on a publié une photo d'une dame
sous prétexte que c'est la L'esthéticienne fameuse en- esthéticienne. En question. Et puis on a publié la photo, une autre qui sort le soir, a fait un direct sur TikTok que j'ai suivi, qui dit que c'est pas elle, elle est cosméticienne, elle n'est pas esthéticienne. Et qu'elle est Priscilla Temitokpe, elle n'est pas Priscilla Temitokpe Clébor. Donc vous imaginez un peu, il y a des non-dits dans ce dossier et donc il faut faire attention. Nous allons poursuivre avec Infodynamisme qui titre à sa Dynamisme une... Info. Pardon Dynamisme Dynamisme Info. Info. Dynamisme Info qui titre à Ça, sa c'est parfait, une pourquoi je ne serais pas d'accord avec vous? vent de remaniement, c'est comme si on forçait la main à talon. Oumar Adeyankou. Oui, moi je le ressens ainsi. Mon confrère a très bien vu. C'est comme si on lui forçait la main. Vous savez, vous travaillez avec des collaborateurs qui vous conviennent, qui font le travail que vous voulez. Mais à longueur de journée, les gens agitent le remaniement comme si 2026 était, c'est-à-dire un moment où l'État ne devrait plus continuer à travailler, où le gouvernement ne devrait plus continuer à travailler. Si mes collaborateurs sont bons et que que le président Talon estime qu'ils sont bons et qu'ils le conviennent ainsi, mais pourquoi est-ce qu'on agite autant cette histoire de Mais justement, ce n'est pas seulement ceux-là qui ont travaillé avec le président Patrice Talon pour qu'il vienne au pouvoir. Voilà. Donc d'autres également, non seulement attendent de prouver leurs compétences, de mettre leurs compétences au service du peuple, mais aussi bénéficier le fruit de leurs efforts pendant qu'ils militaient. Et c'est ce dernier argument justement, le partage du gâteau qui est le problème. Justement, pourquoi vous ne voyez pas le premier argument que j'ai présenté? Pourquoi vous ne voyez pas le premier argument que j'ai présenté? Vous savez, quand on s'investit en politique, quand on s'engage en politique, on est tous d'accord que c'est parce qu'on a envie de gérer la chose étatique, de gérer la chose publique. C'est noble, parce que c'est un travail très compliqué. On est d'accord. Mais on reconnaissait avec moi que le dernier argument que vous avez énoncé, c'est ça qui crée tous ces agissements-là. Depuis tout le temps, le Bénin a toujours agi de la sorte. Vous voyez, c'est la dogocratie dont parlait l'autre. C'est ça en fait. C'est la dogocratie dont parlait l'autre. Et c'est ça qu'on veut ramener encore. Et ce régime a mis fin à ça en réalité. Et j'espère qu'on ne retombera pas encore dans ces travers-là. Si quelqu'un vient... Non mais attendez, Roland, un instant. Je le suis également avec attention. Quand vous avez les compétences qu'il faut et que vous pouvez faire un travail, ça ne suffit pas pour que la personne qui est au pouvoir vous choisisse. Non. Il faudrait qu'il y ait également un lien. Il faudrait qu'il y ait une certaine compatibilité entre vous. Mais le président Talon a trouvé les hommes qui lui vont. C'est comme un puzzle. Une fois que c'est bien, comment on appelle, c'est bien agencé, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ça marche. Il estime que ça marche ainsi. Mais pourquoi est-ce qu'on veut lui forcer la main? Mais pourquoi seulement ceux-là n'ont pas pu travailler avec lui? Pourquoi il a fallu la contribution des autres? Souvenez-vous de son premier, oui. La position de Bouma qui m'amène à poser cette question. Oui. Si vous regardez l'actuel gouvernement de Patrice Talon, bon, d'autres me diront que c'est un gouvernement politique, mais moi je ne veux pas regarder, et comment on appelle, les nouveaux blocs qui sont formés actuellement, les blocs politiques, je veux dire, qui sont formés pour juger du fait que ce gouvernement soit technocrate ou politique. Moi je dis que le gouvernement actuel est un gouvernement de technocrate qui ressemble à Talon, qui lui convient ainsi. Souvenez-vous de son premier gouvernement, il y avait pas mal de personnes dedans. Enfin, les noms m'échappent là tout de suite, mais c'était un gouvernement complètement politique. Il a pratiqué la chose, il a vu que ça ne lui convient pas. Il a essayé, il a vu que ça ne lui convient pas. Il a trouvé donc la méthode qui lui convient. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'il change forcément de gouvernement en vue de 2024? Vous venez en politique aussi, c'est parce que vous voulez changer, vous voulez que les choses changent, vous voulez qu'on améliore la situation, des populations. Et moi, je pense que ça, c'est l'intérêt le plus noble. Ça devait être ce qui devait être le moteur de tous ceux qui font de la politique. Améliorer les conditions de vie des populations par tous les moyens. Okay. Même si c'est vous qui venez au devant pour demander la chose et qu'après on estime que, ok, pour l'intérêt général de la population, on estime que vous prive certains. Oui, non, pas privé. Bon, d'accord. Justement, on vous aura compris. On va prendre un technocrate qui maîtrise la chose et on va le mettre là. Vous continuez à faire l'exercice de la politique. On le voit aujourd'hui. Ils animent les partis politiques. C'est un travail également. Les partis aujourd'hui, Dieu merci, ils reçoivent un peu de sous. Ça va servir à tout. D'accord. Il faut qu'on évolue. Votre avis sur la question? Je remercie quand même
moins pour avoir dépeint la réalité, ce que devrait être la réalité politique dans nos pays sous les tropiques. Mais malheureusement, tout ce qu'il dit là, rien à voir avec ce qui se passe depuis 2016. Moi, je le dis ouvertement. Les gens sont très bien payés. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a une opacité sur le salaire que gagnent les ministres. Et ça, moi également, je ne suis pas très d'accord avec ça. Et il se sûr que les gens sont très bien payés. Et quand vous savez que les gens ont mouillé le maillot, ont sacrifié parfois leur vie ou leur économie pour que vous soyez au pouvoir, et puis après, la minorité au pouvoir avec vous depuis 2016, alors que d'autres parmi eux ont des compétences et qui peut-être sont laissés sur le carreau, et que c'est peut-être hier ceux qui étaient les collaborateurs du chef de l'État dans ses entreprises privées, ses parents proches, ses amis. C'est les citoyens béninois, c'est le plus important. Laissez-moi finir. Moi, je le dis et j'assume ce que je dis. Pour dire que je ne suis pas UPR pour forcer la main à Patrice Talon pour qu'il fasse un remaniement ministériel. Mais je sais que c'est aussi l'une des situations qui amène la discorde au sein de ces formations politiques. Est-ce que vous pouvez me dire ouvertement aujourd'hui que ceux qui sont au gouvernement sont des gens proposés par le parti Union Progressive du Renouveau ou le Bloc républicain? Est-ce qu'on peut faire ce débat? Parce que tout part de là en réalité. Vous avez été au pouvoir peut-être par la force du peuple en 2016. Mais en 2021, on a vu sa réélection. Mais c'est dans ce pays qu'on a vu des gens mouiller le maillot. On a vu quand même UP le Renouveau, UP à l'époque, PRD, et puis on a vu, comment vous appelez, BR, on a vu Moël Bénin, on a vu Renaissance Nationale, autrefois UDBN, ces formations qui ont mouillé le maillot. Et puis, après les élections, on a vu que c'est à peine 2-3 personnes qui ont changé, et finalement, on a pu envoyer quelqu'un du PRD dans la formation politique. Mais on a vu, dans la perspective des élections, un ministre du BR démissionner pour aller à l'UP le Renouveau, et un ministre de l'UP le Renouveau démissionner pour aller au BR, sans même que les partis aient le courage de les sanctionner, de demander à ce qu'on sorte ces personnes du gouvernement pour les remplacer par d'autres personnes que les partis envoient. C'est aussi un constat qui montre clairement qu'en fait, est-ce que véritablement ces partis politiques qui gèrent le pouvoir d'État avec le président Patrice Talon, ou bien ils gèrent le pouvoir d'État et il fait des formations politiques qui le soutiennent ce qu'il veut? Autant de questions que nous devons nous poser. Et pour ça, des gens au sein de ces formations politiques ont envie aussi d'être ministres. Je ne dis pas, il a le droit d'avoir des ministres pendant 10 ans. Il a le droit d'avoir des ministres pendant 10 ans. Mais quand on regarde le fonctionnement de la politique en réalité, quand vous parlez de les gens pour venir servir, y a-t-il véritablement un politique au Bénin qui veuille accéder au pouvoir pour servir et non pas se servir? Posons-nous les vraies questions. Dans les formations politiques dont on parle aujourd'hui, ceux-là qui veulent aller au gouvernement, peut-être qui alimentent la communication à outrance aujourd'hui pour forcer la main au chef de l'État. Parce que je suis d'accord que oui, c'est de la communication. Des gens veulent à tout prix forcer la main au chef de l'État parce qu'ils estiment qu'eux-mêmes doivent avoir leur part avant que le chef d'État ne parte. Et le chef a compris. Et ce n'est pas pour rien qu'on a amené cette affaire de ministre conseiller. Parce que ceux qu'il a amenés depuis 2016 et qui travaillent avec lui, certains parmi eux sont les plus fidèles des fidèles, avec qui il a eu des relations, peut-être pas le passé, sur le plan professionnel, sur le plan familial ou amical, dans une certaine mesure. Mais aujourd'hui, il comprend que nous allons vers une échéance électorale et par conséquent, il faut trouver la formule pour envoyer des gens sur le terrain pour faire le travail, pour continuer à maintenir la dynamique. Et c'est pour ça qu'ils ont réfléchi, pour ne pas se séparer des gens. Parce que aussi, n'oubliez pas que quand vous avez des ministres, c'est des gens qui en savent un peu trop sur vous et sur la gestion du pouvoir. Et n'oubliez pas qu'au Bénin, quand on sort quelqu'un du gouvernement, et surtout quand on est la veille d'une élection, on n'est pas surpris de le voir opposant et de sortir les preuves ou bien des informations qui devraient être des informations secrètes. Et donc, pour maintenir ces personnes, peut-être il a choisi de les maintenir là, mais alors maintenant d'ouvrir, et parce que le ministre conseiller a dit clairement que c'est les partis qui vont proposer. Cela montre clairement qu'il y a un problème. Et j'estime fondamentalement que oui, osons dire la vérité, leur dire la vérité pour dire à ce niveau, il y a nécessité de faire participer tous à cette personne-là à la gestion du pouvoir d'État, parce que certains parmi eux, je connais des gens parmi eux, vous pensez que dans l'opposition même, il y a des gens qui il a promis des postes, hein, et 6 mois après, quand il ne leur a pas donné ça, un an après, ils sont devenus opposants. Je ne vais pas citer de nom.
Et heureusement, il y a des gens qui sont disciplinés parce que créant qu'on sorte les cadavres des placards, sont encore disciplinés dans ces formations politiques. Et puis, à partir de 2025, vous allez voir le vrai visage de certains acteurs. Si entre-temps, on proposait à ministre conseiller que ces personnes n'étaient pas encore sur la liste, vous allez véritablement comprendre que oui, il fallait faire les choses autrement. Je ne dis pas de changer les ministres comme Boni Yayi qui, au gré du vent, à cause d'une situation, pouvait déjà, par bande défilante, annoncer qu'un ministre n'est plus au gouvernement. Je ne dis pas ça. Mais je dis, pourquoi on a maintenu les mêmes personnes depuis 2016, bon, en tout cas la grande partie depuis 2016, les gens en parlent. Et puis, vous voyez un peu, je le dis, il y a des gens qui ont servi sous Boni Yayi, mais qui étaient des informateurs. Et qui ont fini leur mission, et puis il est arrivé, les a nommés, ils sont là. Je ne vais pas citer de nom. Je ne citerai pas celui ou celle qui... Donc, il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est des gens sur qui il compte pour dérouler son programme. Et des gens, peut-être que se séparer de certains pas mieux, parce que connaissant la typologie de politique béninois, on peut à un moment donné avoir des gens qui deviennent, j'en connais plein, qui ne sont plus là aujourd'hui, mais quand vous voyez leur prise de parole aujourd'hui, même publiquement, vous comprenez clairement qu'il a intérêt, il comprend pourquoi il le fait. Mais ceux qui souhaitent qu'il remplace, qu'il change, qu'il refasse au maniement, n'ont pas pour autant péché en réalité. Ils veulent aussi participer parce que, qu'on ne le veuille pas, ne nous le rend pas. Tous ceux qui viennent au pouvoir viennent partager un gâteau. Ils viennent tous pour partager un gâteau. Ils viennent se servir et non servir le peuple. Ce n'est pas moi seul qui l'ai servir le peuple. Et Oumar, quand j'écoute sur le sujet, quand j'écoute Roland parler, je reconnais sa grande maîtrise de la classe politique, de tout ce qu'il y a comme on appelle hommes politiques au Bénin, leurs agissements et tout. Il les connaît très bien. Mais je vais vous rappeler une chose, et c'est très noble que nous puissions aujourd'hui penser de la sorte pour l'intérêt général. Ça fait plus de 30 ans que nous sommes à l'ère du renouveau démocratique, que la démocratie est le système que nous avons adopté. Comment est-ce que nous avons, pratiqué ce régime-là au Bénin? Le clientélisme politique, ce n'est pas seulement Boni Yayi, c'est depuis Soglo. Et il y a quelqu'un qui alimentait ça. Vous connaissez la personne? Oui, je suis d'accord. Okay. Et tous, ils étaient tous dans le même système. Aujourd'hui, ce quelqu'un, il réfléchit, il se dit non, mais ça suffit. Il a tapé du poing sur la table et il a dit, écoutez, il est bon également que nous puissions penser désormais au peuple et non à nos propres ventres simplement. Il faut penser au peuple en faisant quoi? En arrêtant le clientélisme politique, et c'est un bon moyen d'arrêter le diminuer les salaires des ministres, vous allez voir que les autres seront découragés. Si on diminue les salaires des ministres, on dit qu'un ministre est à 1 million ou 500 000, vous allez voir que ceux qui s'agissent vont se calmer. Ça serait quelque chose d'assez bizarre pour moi, hein. Ça c'est moi mon avis. Un ministre, ça reste une tâche mais extrêmement compliquée. Et c'est en termes d'évolution, je veux dire, sur le plan du service public, en termes de grade sur le plan du service, c'est le Graal. C'est le Graal. On ne peut pas descendre la fonction en diminuant. Non, moi, je ne suis pas pour cette option-là. Il faut pouvoir bien payer un ministre, le mettre dans de bonnes conditions, parce que le travail qu'il fait, mais c'est énorme. Un ministre, contrairement à vous et moi, il a le devoir, par exemple, de décrocher son téléphone, je ne sais pas moi, à 3 h du matin, si on l'appelle, parce que c'est raison d'État. Mais c'est normal. Voilà, donc c'est normal. Donc, ne serait-ce que pour ça, il faut lui donner les indemnités qui vont avec, le salaire qui va avec. Et ça, moi, je pense que ça, il ne fait pas le travail seul non plus. Il a plusieurs collaborateurs qui travaillent. Il prend plus de décisions. Je suis d'accord. Il y a des spécialistes qui collaborent avec lui. Je suis d'accord avec vous. Nous sommes au sommet de l'État, Carole. Quand un ministre béninois est à l'extérieur, il représente le peuple béninois. Et le peuple béninois debout, mais ça, on doit pouvoir le respecter, mais à fond. Mais, t'as dit, des cheveux jusqu'aux orteils, il doit être impeccable. Et ça, le pouvoir de l'argent a quelque chose à y faire également. Il faut qu'on puisse lui donner les moyens pour le faire. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est un premier truc. Maintenant, vous avez parlé de sacrifice. Moi, je dis, et je répète, s'engager en politique, s'investir dans la chose politique, c'est un sacerdoce également, au même titre, par exemple, que le professeur. Pourquoi le professeur, tous les jours, ne se lève pas, ok, moi aussi, je veux devenir ministre? Non, mais vous travaillez pour l'amélioration des conditions de vie des populations, pour dénoncer comment est-ce que le gouvernement travaille, ou bien pour soutenir le gouvernement et expliquer aux populations que, ce qu'ils font est très bien. On veut prendre le pouvoir, on veut que notre idée du Bénin puisse être appliquée au sommet de l'État pour que nos concitoyens puissent avoir les meilleures conditions de vie possibles. Mais c'est un sacerdoce. Vous n'allez pas venir et faire comme on faisait depuis 30 ans,
enfin, je vais dire peut-être 25 ans derrière, continuer à faire la même chose. Où quelqu'un vient au pouvoir, fils d'agriculteur, fils de pauvre, on connaît tout ce qu'il a comme... Mais dès qu'il arrive au pouvoir, il devient milliardaire. Vous vous rendez compte? Ils ne le sont pas là. Ils ne le sont pas là. Écoutez, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez reconnaître avec moi que les scandales, tout ce qu'on entendait chaque semaine dans l'ancien temps, ça a plus ou moins baissé. Et ça, moi, personnellement, ça me réjouit en tant que citoyen. Je ne suis pas en train de défendre un régime. Pardonnez, je ne suis pas en train de défendre un régime. Je défends une vision du Bénin. Je défends une conviction. Je veux qu'on fasse de la politique au Bénin comme cela doit être fait. Ok. Vous comprenez un peu. Merci. Donc c'est ça, moi, mon objectif. Maintenant que en sourdine, il fasse des choses dont vous êtes informés et tout, reconnaissons au moins que cette méthode-là a permis d'éliminer complètement le clientélisme politique au Bénin, qui empêchait même les États d'avancer réellement, les gouvernements d'appliquer leur programme d'action. C'était compliqué dans le temps pour les autres régimes de pouvoir faire ce qu'ils voulaient, parce que tout simplement, un individu se lève, il tape, il prend 2-3 gars là qui prennent des casseroles, qui marchent dans le village, et on dit non, après ça, on va faire action de grâce, tout ça. Et ça suffit pour qu'on nomme un nouveau ministre. Donc, ça ne permet pas, ça c'est pas une bonne manière de fonctionner, de diriger un État. Aujourd'hui, on sait, c'est-à-dire, même vous demandez à un enfant qui est le ministre de la Santé, nous n'allons pas refuser ce sérieux qu'on observe aujourd'hui, mais toujours est-il que... Vous avez donné un mauvais exemple en parlant des enseignants, parce que si en réalité ce que vous dites est aussi... Non, je n'ai pas donné un mauvais exemple. Quand vous parlez du sacerdoce, c'est qu'en réalité, les enseignants, on sait très bien comment ils sont traités. Justement. Attendez, pourquoi ne pas bien raison plus pour comprendre que les... Mais comment ils sont traités aujourd'hui? Ça veut dire que vous n'avez pas compris. C'est ces enseignants qui forment ces ministres. Laissez-moi finir. Non, la seule chose que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que si l'homme politique est traité mal, comme l'enseignant, pourquoi vous ne défendez pas tout de suite l'enseignant pour qu'on lui il y a toujours défendu l'enseignant. Justement, on l'a toujours fait. Je le ferai toujours toute ma vie. Mais c'est le sacerdoce. Depuis que le Bénin est Bénin, on sait ce que c'est qu'un enseignant. Vous n'êtes pas enseignant aujourd'hui. Non, justement. Mais vous n'exercez pas ce métier aujourd'hui. C'est grâce à l'enseignant que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Vos propos, ne pensez pas que je suis d'accord avec la manière dont on traite les enseignants aujourd'hui dans notre pays. Non. En prenant l'exemple, c'est pour montrer... J'apprécie le sacrifice que ces personnes-là, que ces concitoyens-là font pour que notre pays, pour que nos enfants puissent être bien éduqués, bien formés. Nous allons rester dans le même registre politique. Je devrais revenir sur le sujet pour dire clairement que... Quoi je encore? le dis clairement. Vous voulez l'ancien système, le clientélisme politique? Non, pardon, je ne suis pas dans ça. Et vous savez, vous savez très bien, je ne suis pas dans ça. Sinon, il y a longtemps, j'allais verser dans, en tout cas dans les trucs là, être l'audateur de tel ou tel régime, opposition au mouvement, si je m'en fous. Là, tout à l'heure, encore, il y a parlé de Boni Aïe qui changeait au gré du vent. Et ça, c'est moi. Les gens peuvent ne pas être d'accord. Bref, pour vous dire quoi? Le politique, on vient pour servir et non se servir. D'accord. Et puis, c'est la norme. Et puis c'est la norme. Et puis, mais c'est pas la réalité au si Bénin. les gens sont à la touche, et veulent à tout prix aller au gouvernement, c'est parce qu'ils savent que c'est bien traité là-bas. Justement. Et c'est parce qu'ils savent que les gens ne font pas le ceux qui sont là se servent déjà assez. Peu de sacrifices, les gens gagnent beaucoup. Le jour, on vous dira, comme en Norvège, quand vous dira, le jour on dira, comme en Norvège ou d'autres pays d'Europe, qui ont bien l'argent, qui sont bien développés, mais vous êtes ministre là, vous allez peut-être vous transporter, tous les ministres de Calaville vont être transportés par bus pour aller à Cotonou. Le jour, ils iront à vélo. Attendez, oui, le jour on dira qu'on va plus donner de voiture à la femme de ministre. Le jour on dira qu'on ne va plus payer telle chose au ministre. Le jour on dira que même si un ministre est limogé, celui qui vient après lui doit utiliser la même voiture, vous allez voir que ça va diminuer, les gens iront travailler. C'est pour ça que les gens dans ces pays travaillent et se désintéressent de la chose politique, parce qu'aller en politique, c'est faire un sacrifice pour servir sa nation. Par contre, sous nos cieux, et au Bénin particulièrement, on vient en politique qui enrichit. Les gens sont pauvres comme des rats d'église, mais en politique du jour au lendemain s'enrichissent. Et c'est ça qui suscite des vocations au sein de certains gens pour dire ah oui, ils sont en train de manger avec le pouvoir en place et nous on a aussi mouillé le maillot, on vient le manger. Le juge comprendront qu'on ne peut plus manger là-bas et qu'on va faire un sacrifice et qu'on est payé de façon dérisoire. Vous allez voir que ça va diminuer. Donc pour vous dire quoi?
Si Encore on que doit, ça n'arrivera c'est le jamais, régime, hein. le régime, si le régime veut bien faire les choses, alors diminuons un peu les émoluments Car- des ministres. pardonnez, On va voir. soufflez que je puisse réagir, ne serait-ce qu'en Oui, un seul allez-y. mot. Je Ce sais pas que comment. je veux dire, c'est quoi? Quand vous prenez l'exemple de la Norvège, les téléspectateurs à la maison vont se dire, ah oui, c'est réel, pourquoi est-ce qu'on veut... Voilà. Je vais vous dire, la Norvège, le citoyen norvégien a dépassé, en tout cas en grande majorité, la grande masse en tout cas, a dépassé tout ce qui est problème existentiel. Ce n'est pas le manger qui va tuer un Norvégien. Ce n'est pas le fait d'aller se soigner qui va tuer un Norvégien. Parce que le système est déjà fait comme ça. Ils ont bien établi leur système. Pourquoi De sorte- Et pourquoi même- on ne même prend vous, pas attendez, exemple attendez, pour le attendez, développement de notre attendez, nation? Attendez que j'aille jusqu'au bout. Vous, en tant que vous êtes étranger comme ça, en Norvège, vous tombez, mais on vous soigne d'abord. Au Bénin, si vous tombez, on dira qui vous sont ses parents. Mais- Et vous allez on parle de dialyse. Maintenant, On parle ce de que je dialyse suis en train de vous depuis dire, là. Juste- Qui a ça, répondu? ça, c'est un premier cas. Justement. Ça, c'est un premier cas. Le citoyen norvégien n'est pas attiré par la part du gain parce qu'il a déjà l'essentiel, il a déjà tout ce qui lui permet de vivre de manière aisée. Deuxième chose, c'est que le citoyen norvégien, sur le plan même de l'éducation civique, de l'amour de la patrie, ce n'est pas le même que le citoyen béninois. Le citoyen béninois, je vous assure, autant qu'ils sont, même vous trouvez mieux au Canada aujourd'hui, vous abandonnez Eden TV. Et Monsieur Wadaï, Monsieur Mpati, et tous les ministres que vous voyez là, s'ils trouvent mieux aujourd'hui, enfin, je ne vais pas dire qu'ils trouvent mieux, mais si on ne leur donnait pas, si on ne leur donnait pas de grands moyens, de grandes multinationales, si on ne leur donnait pas de bons moyens pour vivre normalement et mettre leurs enfants à l'abri, mais de grandes multinationales les auraient déjà cooptés depuis. Et Wadaï peut-être serait quelque part au Canada en train de mener une belle vie. C'est un technicien de son domaine, mais avéré et que tout le monde connaît sa compétence. Donc vous voyez, quand vous ramenez comme ça des compétences, de telles compétences chez vous, il est tout à fait normal que vous leur proposez tout ce qui va leur permettre d'être à l'abri du besoin, ne serait-ce que leur famille au moins. Vous êtes d'accord avec moi? Comment vous voulez qu'un ministre travaille sachant que son enfant n'a pas à manger? Comment voulez-vous qu'un ministre aille Et vous pensez que ceux qui réclament aujourd'hui, être à la place de ceux-là n'ont pas les compétences? Écoutez, ceux qui étaient je vous ai dit que ce n'est pas ceux-là n'ont pas forcément travaillé pour l'arrivée du président Patrice Talon. Donc c'est normal que ceux qui ont œuvré pour son arrivée puissent quand même réclamer. Être dans le gouvernement d'un président, c'est une question de compatibilité également, d'affinité également. Vous me rejoignez finalement. Donc, ce n'est pas seulement la seule compétence qui compte. Et maintenant, quand on a trouvé la compétence qui va, et avec qui marche très bien, avec le président Mathieu, avec le verbe Mathieu, pas voilà. Que ça matche bien entre le gouverneur, le président et la personne, il est tout à fait normal qu'on mette cette personne à l'aise pour que... Enfin, écoutez... Nous allons évoluer, nous allons rester dans le registre politique pour parler de la relecture du code électoral qui préoccupe Soleil Bénin. Oui, moi je ne le dirai jamais assez. Il faut revoir ce code électoral. Et ça n'engage que moi. C'est un code électoral chrysogène. Et ceux qui ont voté ça majoritairement à l'Assemblée nationale ont compris qu'il pourrait y avoir des problèmes et c'est pour ça qu'ils ont amené accord de gouvernance dans le code électoral. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont incapables de trouver 20% dans toutes les régions du Bénin. Et dès lors que ça montre comme ça, un signal fort et qui montre clairement que même ceux qui ont voté ce code-là majoritairement sont conscients que ce code peut poser problème dans l'avenir. Et donc, quand c'est comme ça, depuis que tout le monde parle de relecture ce code électoral, il y a ceux qui relaient abondamment pour dire que c'est un bon code, que ça n'a aucun problème. Mais pourquoi continuer à faire la propagande de quelque chose qui pourrait nous amener des crises? Nous avons connu des crises en 2019, 2020, 2021, 2023. Ce n'est pas facile pour le Bénin de gérer ces crises-là. Ce qui a amené des gens en prison, des gens en sont morts. Est-ce que nous allons continuer avec ça? Parce qu'avec cette question de 20% et d'autres dispositions dans ce code électoral, ça va amener des brouilles au thème des élections en 2026. Malheureusement, ça peut amener des brouilles. Et quand ça va amener des brouilles là, où est-ce que nous serons? Comment est-ce que nous allons nous en sortir? Comment est-ce que nous allons gérer ça? Est-ce que ce n'est pas un code qui peut-être prépare le terrain au cafouillage pour dire après, bon, il n'y a pas élection, on en fait si, on continue d'abord, on fait une tradition de 2 ans. Est-ce que ce n'est pas ça? Moi, j'estime qu'on doit se poser les vraies questions. J'estime véritablement que ce code-là, il faut revoir ça. Il faut revoir ça, revoir certaines dispositions. Ça va préserver la paix. Nous avons eu, en tout cas, la paix chèrement acquise, disons-nous souvent, à la conférence nationale, à la conférence des forces vives de la nation.
Mais cette paix est en tout cas menacée aujourd'hui. D'ailleurs, on a vu déjà les signaux en 2019, 2020, 2021. Est-ce que nous allons continuer avec ça au point où, à un moment donné, ça va embraser le pays? On ne souhaite pas ça. Mais si on ne veut pas ça, on dit que le Bénin aime Dieu aime le Bénin. Dieu aime le Bénin. Dieu n'aime pas le Togo, vous pensez? Dieu n'aime pas le Ghana, le Nigeria. Dieu n'aime pas les Maliens ou les Burkinabés. C'est vous seuls qui croyez en Dieu. Dieu a créé tout le monde. Et Dieu aime les Ukrainiens et pourtant, là-bas, ça ne marche pas. Dieu aime les Israéliens, mais pourtant, la Palestine, Gaza continue de les frapper fort là-bas. Et vous pensez quoi? Donc, ne nous laissons pas. Préparons-nous et évitons tout ce qui pourrait amener brouille, cafouillage dans le pays. Préparons-nous, évitons ça. C'est vrai que oui, les gens peut-être ont des leviers en main et pensent que oui, bon, on peut discipliner parce qu'avec les événements de 2019, les citoyens ont commencé à avoir davantage de peur. Il y a une psychose générale dans le pays et on se dit, bon, peut-être que oui, écoutez, ils ne peuvent pas oser se révolter. La preuve, pour l'affaire, on vit quand l'opposition a demandé aux gens de manifester, on n'a pas vu beaucoup de personnes sortir. Et donc peut-être que oui, les gens comptent sur ça pour dire, et oui, mais attention. Psychologiquement, on les a déjà atteints. Oui, mais c'est pas évident. Attendez de voir peut-être comment ça va se passer. Mais je souhaite que le gouvernement, notamment les acteurs politiques, se penchent sur le code électoral, essaient de revoir les dispositions du code électoral, de donner les mêmes chances à tout le monde et de ne pas embrigader les parrainages. C'est-à-dire que si l'UP le renouveau, il n'y en a pas mieux. C'est vrai qu'on parlera de discipline de groupe, mais si les députés UP, il y en a qui voient. Parce que si vous, Carole Lelaye, vous êtes candidate pour la présidentielle 2026, je vous souhaite tout ça, de toute façon. Encore il faut avoir d'abord mon avis. Un peu heureuse en plus. Donc, si vous êtes candidate et que vous avez un bon projet de société, pourquoi est-ce qu'un député UPBR ne peut pas venir vous parrainer? Pourquoi? C'est un citoyen béninois. Et d'ailleurs, quand vous avez vu les élections au Sénégal, on a dit, le système de parrainage au Sénégal, par exemple, comparé à ce que nous avons fait ici, où on veut, en tout cas, embrigader les parrainages, là-bas, les citoyens parrainent. Et on permet à quelqu'un qui est candidat va vers le peuple, vers les élus, qui négocient sur ces parrainages. Et dès lors qu'il a un certain nombre de quotas de parrainage, il peut aller aux élections. Mais ici, on dit seulement que c'est les députés, les élus, les maires et les députés qui peuvent parrainer. Mais là encore, on dit que c'est co-signé par le président du parti. Il y a problème. Oumar Adéon. Avant de donner complètement mon avis, j'aimerais rebondir sur ce que Roland vient de dire. En fait, pour parrainer quelqu'un dans ce domaine, c'est le soutenir. C'est lui dire, ok, je te donne mon quitus, vas-y, va donc être candidat. Il faudrait déjà que je partage ses idées, que je partage ses convictions, ainsi de suite. Et sur ce plan, je ne pense pas qu'on doit permettre à tout le monde comme ça. Parce que tu es dans une ligne idéologique. Le jour où tu partages tes idées, tu donnes ton parrainage à quelqu'un d'autre, c'est comme si tu quittais ton parti pour aller rejoindre un autre parti. Tu te vends, tu ne respectes plus la ligne directrice de ton parti. Ça, c'est la première des choses que moi je voudrais dire. Maintenant, par rapport au test, par rapport au code électoral, vous savez, il n'y a pas de test, il n'y a pas de code qui soit immuable. Tous les tests, tous les codes peuvent être changés. Même les États-Unis qui ont des tests, leurs tests, les tests qui fondent leur nation chez eux là-bas sont séculaires, vous savez. Mais malgré ça, de temps en temps, on y touche, on aménage, on adapte par rapport à l'évolution de la société et tout. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne bouge pas. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais il y a une méthode pour le faire. On passe par quel moyen pour le faire? Il y a une norme pour le faire. Ce sont les députés eux-mêmes qui vont faire ce travail-là. Ce n'est pas à nous de crier le code électoral. Mais enfin, ça ne sert à rien en réalité de crier. Et puis, ce code électoral-là, faisons très attention également. Pourquoi il dit faisons très attention? Quels sont ses avantages? Même si on veut le réviser, sachons quoi enlever dedans. Quels sont ses avantages aujourd'hui? Parce que selon moi, ça a quelques avantages quand même. On a des partis qui ont une envergure désormais nationale. Contrairement à ce qu'on avait il y a quelques années. Des partis de quartier, des partis de village. Un individu qui se lève, qui sait qu'au Bénin, oui, c'était l'argument qu'au Bénin, on vote le sang. Au Bénin, on vote le sang. Ça, en réalité, c'était de l'ethnocentrisme. C'était quelque chose d'extrêmement grave qu'on prônait et qu'on ne savait pas, en fait. Mais donc aujourd'hui, localité, c'est la triste réalité. Oui, et on doit bannir ça, en fait. On connaît les conséquences de cette réalité-là dans d'autres pays. Je vous donne l'exemple simplement de Rwanda, peut-être même de Burundi, tous ces pays-là. Donc, vous voyez, on sait où est-ce que ça peut conduire, l'ethnocentrisme, le tribalisme. Donc, il faut faire très attention avec ça. Ce code-là, au moins, permet aujourd'hui de mettre fin à ça. Au Bénin, il y a quelques années, on comptait plus d'une centaine de partis politiques.
c'est ridicule. Vous êtes d'accord avec moi pour un petit pays comme Oui, le nôtre? il faut réduire ça, je suis Voilà. d'accord. Donc, ce code-là permet. Donc, c'est un des avantages. Je ne dis pas qu'on ne doit pas le voir. Et l'autre chose que je veux dire également, vous savez, pour arracher une habitude à quelqu'un, c'est compliqué. Toute réforme est compliquée lorsque elle est coercitive, elle est restrictive. Donc, ça fait que beaucoup de politiques ne seront pas d'accord avec cela. Beaucoup d'analystes politiques également ne seront pas d'accord. Ils vont se dire, non, mais ça... Voilà. Moi, je dis, regardons les avantages très bien. Et regardons également ce qui ne marche pas avant de vouloir y toucher. Parce qu'il y a des choses que ça permet de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on dit au Bénin, il y a combien de partis? N'importe quel enfant peut vous citer tous les partis du Bénin, sans souci. Il y a un autre qui a été créé samedi. Oui, je ne dis pas non. Mais au Il y a moins, un autre qui a déposé les papiers déjà mercredi. Au moins, quelqu'un ne se lève plus et, c'est-à-dire le siège de son parti, c'est dans son village. Comment on appelle, les partisans, tous ceux qui sont affiliés au parti sont du village et ça s'arrête là. Non, ça là, il faut mettre fin à ça complètement. Et vous vous souvenez un peu, excusez-moi Roland, je vous donne la parole, vous vous souvenez un peu, quand on devait aller déposer les candidatures à la Sénat dans le temps, vous voyez quelques farfelus qui venaient également. Excusez-moi le terme. Non, mais non, je le dis. Le Bénin est un pays respectable. C'est un pays, en tout cas, moi, l'estime que j'ai du Bénin, ces personnes-là on ne devrait même pas leur permettre de venir. Pourquoi on ne le fait pas ça aux États-Unis, un gars qui vient non, mais attendez. Si nous voulons donner une bonne image de nous, donnons une bonne image de nous. Tout à l'heure, on s'offusquait tous parce que les autorités togolaises, sur le plan, enfin, on dit que non, on est venu, voilà. On n'est pas d'accord avec cette manière-là, par exemple. Et on estime que ça entache un peu la dignité du pays. Mais c'est des choses également qui entachaient la dignité du pays. Et ce code électoral permet de mettre fin à ça. Donc, regardons bien comment on appelle les avantages et les trucs avant de toucher. Il n'y a pas de test qui soit immuable. On peut toucher, mais faisons très attention. Ne suivons pas seulement les politiques pour faire peut-être, enfin, ne suivons pas les politiques pour donner un avis sur quelque chose. Ce code, il a des avantages. Ce code a également peut-être des trucs à revoir. Et c'est comme ça pour toutes les réformes. Toutes les réformes, il faut du temps pour qu'on puisse s'approprier les réformes, pour qu'on puisse aussi se déshabituer et commencer. Voilà. Donc voilà un peu ce que moi je peux dire par rapport à ça. Personne ici ne suit un politique pour donner son avis. Moi, je donne mes avis et je dis toujours ça n'engage que moi. Nous allons poursuivre. Permettez-moi de finir. C'est la police. Quand je prends par exemple le cas de Majesty Adjouvi, par exemple, qui s'amusait à aller à la Sénat. Attendez, ça nous amusait. 10 secondes. Ça s'amusait et farfelu, quelle est la différence? Mais attention. Qui s'amusait à aller et farfelu, quelle est la différence? Laisse-moi finir. C'est pas ça qui empêche Majesty de se retrouver encore en 2026 à aller à la Sénat avec des en main. C'est pas ça qui l'empêche. Donc au moins s'il fait ça, que ça nous fait rire au moins. Pour détendre un peu la tension dans le pays. Pratiquement. Même si un cuidam se lève avec dossier en main pour dire, bon, écoutez, les dernières élections, on a vu Galiou Seglo qui n'a pas de mais qui sont allés déposer son dossier, non. Écoutez, ça n'empêche pas. L'essentiel pour nous, ce que je dis clairement, c'est simple. Les dispositions du code électoral, il y a des dispositions qu'on peut promouvoir. Mais il y en a qu'il faut purement et simplement bannir. Parce que ça ne garantit pas la paix. Ça ne préserve pas notre paix chèrement acquise. Nous devons travailler à instaurer un climat de paix au quotidien. Ceux qui sont venus au pouvoir sont venus au pouvoir en paix. Ils doivent pouvoir travailler à partir en paix. Nous allons poursuivre, Oumar. Suivons juste la méthode. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce qu'on touche un test au Bénin? Et allons-y, c'est tout. Si c'est nécessaire, bon. Justement, pour la cohésion sociale, j'espère que les bonnes décisions seront forcément prises. Alors, nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire, la rentrée des classes. Les AME sont invités à donner leur disponibilité, sûrement peut-être pour la bonne organisation. Oumar, très rapidement. Pour la bonne organisation, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce ne sont pas des agents permanents de l'État, ce ne sont pas des personnes qui sont directement liées, c'est-à-dire qui sont complètement liées à l'État. Dès que les vacances arrivent, ils sont livrés à eux-mêmes, ils peuvent aller vaquer à autre chose. Donc c'est tout à fait normal. Et c'est ceux qui donnent la connaissance, voilà, qui sont traités ainsi. Oui, moi, je trouve que ça pose problème. C'est tout à fait normal qu'à un moment, l'État dise, OK, pour ceux qui veulent continuer, venez. Moi, j'ai été... Bon, en ce moment, on n'appelait pas encore ça AME, on parlait de vacataires. On a été vacataires 500, vacataires 800 l'heure, 1000 francs l'heure. Mais justement, c'est vrai que les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Mais sincèrement, est-ce que
aujourd'hui, le gouvernement ne peut rien faire pour ces AME-là? Oui, Parce que qu'on le veuille ou pas, ils contribuent c'est mon souhait. C'est mon souhait. Au résultat, à la fin de chaque année. Non, je n'ai pas des informations. En fait, parce que je constate que vous écartez de ce cas. Oui, c'est pourquoi ils disaient ça. Parce qu'en réalité, ce qui est dit, à la fin de chaque année, il faut demander la dissolution des AME parce qu'il y en a parmi eux qui ont peut-être trouvé un job ailleurs, qui ont trouvé d'autres occupations et qui doivent partir. Et donc, mais justement, si on les fidélisait. Oui. Non, attention. Fidéliser. Si on de l'État. Par quels moyens? Peut-être que l'État n'a pas les moyens en ce moment de pouvoir les fidéliser. Pas que je soutienne. Non, vous souriez. C'est pas que je soutienne. On parle de l'enseignement, on parle de l'éducation, on parle de l'avenir de tout un peuple, la priorité. C'est pas que je soutiens. Moi, ça me fait tellement mal quand je vois des enseignants dans des conditions minables. Des enseignants, même de la maternelle, par exemple, qui sont payés à 30 000 francs, 35 000 francs, 50 000 francs. L'État ne paie plus ça. Non, je sais, mais dans le privé, et je trouve que les réformes doivent aujourd'hui toucher ces privés-là qui prennent. Alors que c'est le travail le plus noble. C'est le travail le plus noble. C'est le haut degré de sacrifice qu'un citoyen peut faire pour son État. Il faut déjà au moins remercier le gouvernement pour ce qui a été déjà fait. Ce qui a été déjà fait. Voilà. Mais justement, c'est pas suffisant. Et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Est-ce que vous êtes satisfait un tout petit peu de comment est-ce que l'école publique béninoise fonctionne aujourd'hui? Quand vous regardez les enfants à l'école, je suis d'accord, il n'y a plus de grève comme avant, je suis d'accord. Et je dis, je salue toutes ces réformes qui nous ont amenés là. Mais toujours est-il qu'il reste à faire. Je crois que... Il reste à faire et au-delà du service public, je pense que le gouvernement doit aujourd'hui se pencher sur le cas des instituteurs ou des enseignants du privé. Alors, parce que je vous jure que c'est la galère, c'est la pauvreté extrême. Je suis d'accord avec vous. Il y a des écoles dont les scolarités sont chères et qui payent bien les enseignants. Mais il y en a qui ne payent pas bien. Non, mais oui, justement, parce que quand vous dites que c'est cher, il y a des écoles dont la scolarité, c'est pas cher et qui sont obligées de payer des salaires dérisoires aux enseignants. Et c'est pourquoi j'ai toujours appelé le gouvernement à un appui des écoles privées. C'est-à-dire subventionner certaines écoles privées, les appuyer. Parce que si toutes les écoles privées ferment aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a des infrastructures pour accueillir tous les enfants? Ils jouent un rôle. Mais maintenant, avant on parlait d'enseignants communautaires, vacataires. Fort heureusement, il faut l'avouer, les AME aujourd'hui, bon, plus ou moins, c'est une situation pas mal pour autant, mais même si c'est comme ça, c'est l'État quand même, on doit pouvoir se pencher sur le cas et faire en sorte que ces personnes-là, qu'est-ce que ça coûte au gouvernement de reverser ceux-là qui sont AME depuis 3 ans, 4 ans, alors qu'on leur a promis que 3 ans après ou 2 ans après qu'ils sont reversés, mais après, c'est comme dirait Barthélemy Kassa à Matéri, c'est pitié, il n'y a rien. Donc finalement, ça ne marche pas. Et puis, mais quand il s'agit d'autres choses, on trouve l'argent. On met l'argent dans d'autres secteurs. Et même quand il s'agit de certains acteurs, on dit qu'il n'y a pas l'argent. Et on a toujours tendance à chanter après que le Bénin est un pays pauvre et qu'on n'a pas les moyens. Et pourtant, les moyens, on en trouve pour les mettre ailleurs. J'estime véritablement qu'il faut vraiment se pencher sur le cas des AME. Si les gens ont une situation confortable, une garantie, je suis sûr qu'à la fin de l'année, ils ne vont pas partir. Ils vont rester. C'est vrai que quelques-uns vont partir parce qu'il y a des gens qui ont été enseignants et qui après sont partis. Quand je prends Dorothée Sousa, il a été enseignant d'abord quand même. Je connais des gens qui sont des personnalités qui ont été enseignants au primaire, au secondaire. Ils enseignent au primaire, au secondaire. Mais après, on dû laisser pour continuer les choses parce qu'il y a d'autres portes qui sont ouvertes. Merci Roland. Et donc, il va falloir travailler sur ça. Mais j'aimerais quand même dire un petit mot. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup. Mais je dis et je répète, c'est nécessaire aujourd'hui. Leur place est là, dans la fonction publique, au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel, tout ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. N'importe qui ne se lève plus aujourd'hui pour être vacataire. Mais, étant donné qu'il y a leur place, trouvons les moyens. Ils servent à quelque chose. Trouvons les moyens pour les maintenir. Parce qu'il leur faut un état d'esprit. Et justement, pendant les vacances, ils sont abandonnés à eux-mêmes, difficilement pour eux de suivre. Le métier, je le dis et je le répète, c'est le métier le plus noble qu'il soit. C'est le métier le plus noble. Et pour faire ce métier-là, on a besoin d'être dans certaines conditions. C'est la transmission du savoir. Il n'y a rien de plus important. Les hommes de demain, c'est eux qui les font. Donc, il faut faire très attention. Il faudrait qu'on se penche réellement sur la situation de ces personnes-là et qu'on en fasse, pourquoi pas, mais ce n'est pas des agents permanents, qu'on leur signe des contrats à durée déterminée pour qu'au moins ils soient apaisés. C'est important. Merci à vous, Ouma. Merci, Roland, pour ces points de vue croisés. Merci, Caro. Pour pouvoir édifier les téléspectateurs.